Et ça, c'est la beauté. C'est la beauté du direct. Beauté. Et au moins, on n'a pas à faire des effets de réel. Les effets de réel sont là. Quoi. Exactement. Ils sont là. Ouais, on n'a pas à faire semblant de... Voilà. Le quatrième mur. S'il y a une foule en marche, il y a une foule en joie, il y a une foule en La joie. première chose que tu fais, c'est de créer des histoires. On ne peut pas être son propre idéal. Se soulever contre, se mutiner, se rebeller, refuser, contester, se dresser, s'indigner, refuser, Si tous les refuser. cœurs vibrent à l'unisson. Des bourgeois s'applaudir entre eux et dire « Ah oui, non, mais mort à la bourgeoisie, mort au capitalisme, alors que t'as payé ton esti de billet 80 $. Par le pouvoir d'un mot, je recommence ma vie. Est-ce que c'est une pièce dangereuse? Comme tentative de s'approprier notre révolte, Le théâtre a cette puissance du collectif. s'approprier le refus, le langage de notre refus. Agréablement contagieux. Peur. Un acteur qui est vieux, c'est un acteur qui a peur, qui À est avoir propre. une certaine conscience de ton corps dans l'espace. qui est restreint. Oui, je sais pas ce que c'est un artiste sans rage. Et l'important n'est pas tant de trouver des réponses, mais plutôt de se poser des questions. Je sais pas ce que c'est un artiste sans rage. Le quatrième mur. Le quatrième mur. Le quatrième. Odile Sankara et Aristide Tarnagda. Merci beaucoup d'avoir été avec nous hors de l'émission pour parler d'un spectacle produit au FTA, La plus secrète mémoire des hommes, à partir du roman de Mohamed Bougassar. Je sais que, Aristide, tu as déjà adapté un texte de Mohamed Bougassar à la scène. Pourquoi celui-ci, avant qu'il soit célébré par le monde entier en France et le Goncourt, là, c'est un gros prix, ça fait bien vendre. Donc avant tout ça, pourquoi tu as choisi ce texte ? Bougar, c'est un auteur qui m'accompagne depuis maintenant 4 voire 5 ans, depuis que je suis tombé sur Terre Sainte. J'ai lu toute sa production de Terre Sainte en passant par Silence du cœur, de Purs hommes, et puis ce dernier. Donc c'est un auteur que j'estime important. Et que le continent doit entendre parce que c'est un auteur qui arrive avec une écriture puissante, une écriture, on va dire, qui nous réhabilite quelque part et qui nous éveille, qui aiguise en nous, qui éveille en nous le sens de la responsabilité, mais qui ramène la langue au cœur de notre quotidien, de notre pratique. Et c'est parce que j'ai l'impression aussi que c'est un auteur de théâtre. Parce que quand je le lis, je vois tout de suite des situations dramaturgiques, en fait. Je vois du théâtre. Et d'ailleurs, on en a discuté il n'y a pas très longtemps, lui et moi, et effectivement, il va écrire du théâtre, enfin directement pour le théâtre, parce qu'il dit que ce que je fais à partir de ses romans a révélé aussi cet aspect-là. Et puis, on voulait aussi, le Goncourt, c'est une célébration française, on va dire, tout de même. Et puis, il fallait aussi que nous, on le célèbre d'une certaine façon. Et c'est pour ça que voilà, j'ai bien voulu adapter La plus secrète mémoire des hommes. Justement, il y a un auteur aussi qui écrit beaucoup de romans et qui passe au théâtre la rentrée prochaine, qui s'appelle Goz, et qui a dit justement qu'il avait fait un putain de classique avec ce texte-là. Alors, je ne sais pas si c'est important les classiques ou pas, mais il y a une entrevue qui a donné au Monde Goz il y a quelques temps de ça, et puis il parle de putain de classique à propos de ce texte-là, et je trouve que ça renvoie ensuite à tout un pan justement d'interroger dans le texte de Bougassar, il y a ça aussi, la littérature, et puis aussi du point de vue de la littérature, d'où elle est centralisée. Mais est-ce qu'on est d'accord avec cette idée qu'il a fait quelque chose qui s'appellerait un classique? N'importe, vous pouvez. Oui, je pense que dans Bougassar utilise même ce terme dans la bouche de comment il s'appelle ce personnage qui lit la lettre, le Congolais. Moussimba dit ce putain et son putain de roman. Et donc voilà, c'est un bel ouvrage. Je pense que
Oui, des classiques parce que c'est des références aussi. On a besoin de références. Et quand on prend quelqu'un comme Césaire, il restera une référence. Et c'est un classique. Voilà. Je trouve que ça parce que j'avais des questions avant de voir le spectacle, et puis je voulais pas tirer mes questions à partir du spectacle, mais je trouve que le spectacle questionne ce que je me posais aussi comme question, et il est vraiment question de littérature dans le texte. Et ce qui m'intéresse aussi, c'est justement d'où part la littérature. Et encore une fois, pour en finir avec Goz, mais justement, dans cet article-là, Goz nommait que les derniers grands romans, les derniers grands textes francophones venaient de partout sauf du territoire français, de la métropole française. Et il se questionnait en se disant pourquoi les grands romans, depuis quelques années, sont partout sauf de la France. Et c'est vrai que je me reconnais un peu là-dedans. Je lis beaucoup plus du théâtre hors territoire français, mais je lis quand même du roman aussi. Et c'est vrai que je trouvais cette réflexion intéressante, et je citais Goz qui dit que lui, il justifie cela parce qu'il dit qu'il y a une appartenance à une autre civilisation, à une autre manière de voir le monde, dans lequel seul l'immatériel compte. Et je me demandais, moi j'ai l'impression depuis quelques années, c'est peut-être l'ordre du fantasme, que la littérature, je pense que le centre névralgique des fois se déplace, ou alors c'est vraiment juste du fantasme, mais qu'elle va puiser une originalité et une nouvelle énergie ailleurs que sur le territoire français. Et ça date de longtemps, je ne sais pas ce que vous pensez de ça, et quand Goz dit ça très, très récemment, je trouve que ça sonne assez juste. Oui, je suis d'accord avec Goz parce que peut-être que nous francophones, non francophones à la fois, parce qu'il y a cette ambiguïté là aussi qu'on a, parce qu'il y a quand même une grosse partie de notre population, de notre peuple qui a un rapport complexe avec le français, avec la langue française. Donc ce nous-là, je pense qu'effectivement on a besoin de faire émerger cette immatérialité et de se raconter. Je pense qu'on a une époque où on a besoin de refonder nos mythes, nos récits, d'exhumer, ou même pas d'exhumer, ou en tout cas de les mettre au monde, de créer quelque chose qui puisse faire sens, qui puisse nous réhabiliter, comme je l'ai dit tantôt, et que cette chose qui nous habite et dont on en est gros, elle se manifeste, elle se met au monde par le travail d'auteurs tels que Goz lui-même, tels que Samisak, ou récemment, comment elle s'appelle, la Camerounaise, qui a eu le prix Kourouma, Oswald. Voilà, Oswald avec les aquatiques. Et puis, il y a aussi ce Congolais qui vit ici, qui a publié Le ventre du Congo. J'ai oublié son nom. Je suis pas très réveillé là, moi. Voilà, Blaise Ndala, tu vois, avec Le ventre du Congo, ou même Sinzo avec son premier roman, aussi jeune. Donc je pense que c'est la soif vraiment de se réapproprier un récit, de se réapproprier, de sculpter, de se tailler une âme, quoi. Voilà, quelque part. Est-ce que c'est pas aussi un rapport même presque à la littérature elle-même, et que je peux mettre aussi même le Québec là-dedans. Moi, je suis arrivé au Québec il y a 5 ans, puis j'ai un rapport aussi à la France qui est maintenant un peu distancé. Je le comprends comme un pays lointain. Je viens de là, mais c'est vrai que ça fait 5 ans que je suis plus en France. Puis je trouve que même ici dans la littérature, et évidemment il y a un rapport d'attirance, détestation aussi avec ce centre que peut être la France et ses grands salons rouges, mais je me demande s'il n'y a même pas quelque chose d'un peu de rapport à la littérature qui est un rapport plus, je sais pas, incarné au littéraire. En France, la littérature, ça va être quand même le cliché du salon, des fauteuils assis et de l'académisme, et qui m'a beaucoup formé et porté. C'est pas du tout pour renier ça, mais j'ai l'impression que même lorsqu'on est ici au Québec ou ailleurs, il y a un rapport peut-être plus corporel, plus charnel à la littérature. Et moi, ce qui m'a aussi formé et ce qui m'a un peu émerveillé et bouleversé lorsqu'on lit de manière presque
presque académique, les discours de Sonny de la Boutancy, lorsqu'il arrive, il y a tout un autre rapport, je trouve, à la littérature même, et avec laquelle je me sens plus proche. C'est quelque chose d'un peu, je sais pas, énervé, en colère, le poète dans la cité, que des fois, j'ai l'impression qu'on peut perdre un peu dans des belles émissions françaises, dans lesquelles était invité Mohamed Bougassar aussi, mais la grande librairie où on est assis, puis on attend. Et bien, j'aime beaucoup ce que fait François Bunel en plus, mais c'est un autre rapport, je trouve, peut-être un peu plus passif, alors que dans d'autres littératures francophones, et j'inclus, je pense, le Québec, aussi de ce rapport-là où on n'a pas forcément à honorer la mère patrie, la France, avec ses grands salons rouges, on a un rapport peut-être plus vrai, plus juste et plus carnassier à la littérature. Oui, il est vrai que on a un rapport charnel, sanguin, comme ça, avec la littérature, avec les auteurs, mais c'est parce que c'est peut-être quelque chose comme je pense que des pays comme la France, qui a un background littéraire quand même assez fourni, assez riche, a été repu à un moment donné, et que la satiété, ça crée parfois un malaise quelque part, et que donc il y a quand même des enjeux qui sont très importants aujourd'hui sur le continent, et que ce rapport à la littérature, justement, ne peut pas se résumer à un rapport de salon feutré, c'est plutôt un rapport charnel, un rapport beaucoup plus dynamique, beaucoup plus combatif, en fait. Voilà, je pense que c'est peut-être lié à ça aussi, et que la littérature, c'est quelque chose qui nous tend la main, et à qui on tend la main aussi, voilà, pour se relever, pour les enjeux, pour les récits. Je pense aussi qu'il y a, tu l'as dit, on est dans des urgences. C'est-à-dire que quand on écrit, quand on lit nos auteurs, sont justement ces enjeux-là, parce qu'il y a une complexité aujourd'hui dans la posture même du continent africain. En tout cas, je parlerai plus du continent africain. Donc, des auteurs africains qui se réapproprient une langue, mais pour s'exprimer, à partir, même s'ils vivent ailleurs, mais ils parlent à partir du continent. Donc cette langue-là ne peut pas rester dans la pure littérature classique française telle qu'on l'a connue dans les siècles de lumière. C'est ça, forcément. C'est comme Sonny, je pense, a été peut-être Césaire même, le premier à tordre le cou à cette langue pour s'exprimer. Voilà. Et c'est drôle parce que moi, vraiment, je suis produit de la culture française. Enfin, j'ai grandi dans ces écoles, j'ai fait toute l'école française, je suis arrivé ici tardivement, mais lorsque je vous ai beaucoup lu, je vous entends parler aussi, ça me fait vraiment du bien. J'ai l'impression que, lorsque j'ai entendu le texte hier soir, je connaissais un peu son texte, mais je ne l'avais jamais entendu parler, ce qui est quand même l'essence de théâtre, de la poésie. Et c'est drôle parce qu'on se trouve des fraternités ou des sororités, alors que j'ai un bagage qui est très très différent, j'imagine, de Mohamed Bougassar, mais j'ai l'impression que, pas que j'écrirais du tout comme lui, mais que ce qu'il me dit résonne extrêmement juste, et je trouve que ça fait du bien, parce que des fois on a besoin de se chercher des fraternités ou des sororités dans nos environnements littéraires. Et puis c'est aussi, je voulais aussi aller là-dessus, je suis jamais allé, c'est un peu comme les rêves qu'on a, les récréatrales par exemple. Tu es directeur encore? Oui. Directeur des récréatrales, et par exemple je trouve que comme ce que j'en entends parler, ce que j'en vois, ce que j'en lis, puis je t'entendais en parler aussi où tu faisais des références que justement on jouait dans des cours qui avaient un rapport presque très archaïque, très antique à ça. Nous, c'est ce qu'on essaye avec certaines de développer même ici, de jouer dans la rue, de jouer dans des espaces communs. On fait du théâtre notamment au Liban, aussi dans des quartiers qui n'ont jamais vu de théâtre. Et puis, je pense qu'on retrouve étrangement, ou alors encore une fois, c'est du fantasme, mais on retrouve une espèce de vitalité qui nous manquait et qu'on n'arrivait jamais à trouver dans des lieux institutionnels ou plus académiques. Et lorsque je vois des vidéos, j'ai beaucoup vu des vidéos récréatrales, j'ai l'impression d'une espèce d'idéal du théâtre, vraiment à l'idée de ce que serait l'idée du théâtre. Et ça me touche beaucoup parce que je ne suis jamais allé au récréatral, mais j'ai l'impression de reconnaître quelque chose qui m'anime. Je ne sais pas qu'est-ce qui
en ce moment, vous travaillez pour ce festival-là. Qu'est-ce qui vous amène à... comment vous pensez le théâtre dans ces espaces-ci? Est-ce qu'il y a quelque chose de, je sais pas, de retour aux origines? Ça ne veut pas dire grand-chose, mais... Ça a simplement été, mais nous on hérite, que ce soit Odile ou moi, c'est quelque chose qui a été pendant longtemps porté par Étienne Menungu, qui a fondé les Récréatrales, mais j'ai suivi tout le processus de la première édition jusqu'à maintenant, mais ça a été la réponse à une question justement, qui est la question de pourquoi on fait du théâtre simplement. Est-ce qu'on fait le théâtre pour soi, pour de l'entre-soi, ou on le fait pour justement aller vers une sororité, vers une fraternité? Pour aller vers une fraternité, une sororité, ça veut dire la rencontre de l'autre, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un public, il faut qu'il y ait des femmes et des hommes qui se sentent concernés par cette invitation à aller au théâtre, par ce partage-là. Et les lieux institutionnalisés, à un moment donné, partout dans le monde, je pense, étaient devenus les ombres d'eux-mêmes. Parce que les gens ne se sentaient pas, en tout cas pour ce qui est du cas du Burkina, parce que les récréatrales, ça a commencé dans les lieux institutionnels. Et puis très vite, on a déchanté parce qu'on se retrouvait entre nous, entre artistes, voilà, et c'est devenu, on s'est remis vite en question, on s'est dit que faire et pourquoi les gens y viennent pas, pourquoi ils se sentent pas concernés par cette invitation-là. Et à partir de ce moment, on s'est plus remis en cause et on a entré en laboratoire. C'est-à-dire que, est-ce que peut-être que nous n'avons pas déshérité le public du théâtre en institutionnalisant justement le théâtre, en le sortant de chez eux. Donc, c'était peut-être un retour à la maison du théâtre. Et c'est à partir de là qu'on est rentré dans les cours. Mais comment retourner chez soi? Voilà, avec quoi, avec qui, pourquoi. Et donc, un ensemble de questions auxquelles il a fallu faire face, en fait. Et ça s'est trouvé que tout le monde était bien avec ça, c'est-à-dire que nous qui étions partis et ceux qui nous attendaient. Voilà, ceux qui étaient restés et qui nous attendaient. Donc, et c'est juste comme ça qu'il y a eu comme une réconciliation entre des gens qui s'étaient séparés, qui ne s'étaient pas vus pendant longtemps et qui se sont reconnus. Toi, tu disais dans les récréatrales, Odile, tu disais qu'il y avait de la magie dans les rues. Oui. Moi, ça me plaît bien. Il y a de la magie dans les rues parce que quand on prend la rue des Récréatrales, qui a été baptisée d'ailleurs récemment par la mairie, quand on prend cette rue-là, qu'on rentre par la porte ouest ou la porte est, il y a la poésie qui t'accueille. Parce qu'on a une scénographie à ciel ouvert dans cette rue qui déjà, et tu rentres dans l'objet, dans la proposition. Et donc pour moi, c'est magique. C'est magique et des fois, le soir, comme ça, la nuit, je vais à une des portes et j'essaie de faire le parcours. Et je suis cueillie et je me dis, tout public qui viendrait là va être saisi par cette magie. C'est magique. Il faut le vivre, ça ne s'explique pas. C'est extraordinaire. Voilà. Et donc, pour revenir à ce que disait Aristide, oui, c'est pour nous, c'est un grand laboratoire parce que ça questionne notre rapport déjà à notre public. Et pour qui faisons-nous le théâtre? Pourquoi on le fait? Et le rapport à la langue aussi. Comment on aborde le théâtre, par quelle langue? Aristide a déjà fait traduire dans la langue morée de chez nous pour le jouer dans le cadre des Récréatrales. C'est aussi une expérimentation parce que nous avons près de 20 millions d'habitants et sur les 20 millions, je ne pense pas qu'il y ait la moitié qui parle et qui comprend bien le français. Donc c'est interroger aussi notre rapport à la langue et à l'espace. Comment on s'approprie un espace qui n'est pas institutionnel, mais qui fait théâtre. Tout espace fait théâtre de toute façon.
Je vais dans la rue tout de suite, je dessine, je circoncis un espace et j'appelle les gens et ça fait théâtre. Donc voilà, et comment donc on travaille avec les scénographes et qui pensent l'espace avec nous. Voilà, c'est extraordinaire. Justement, là-dessus, presque c'est toujours difficile de parler, de définir le théâtre, quoi que ce soit, mais je regardais une entrevue de toi, Aristide, où tu disais, et on te demandait pourquoi tu étais passé à la mise en scène, tu disais que ça participait d'un même exercice de narration, et que c'était des moyens différents. Et puis, à un moment donné, j'aime bien quand des auteurs ou des autrices, à un moment donné, arrivent par une phrase interrogée à devoir presque définir à minima le théâtre. Évidemment que c'est pas une définition exhaustive, mais tu disais que c'était l'endroit de la parole par et pour les fragiles, ou ceux qui ont été fragilisés. Je trouve ça beau, et tu ramenais l'idée de dignité rapidement après. Ça me faisait penser à un texte de Nyanguna, et de La patience de l'araignée, où à un moment donné il dit il faut dire ça suffit même quand on meurt de faim. Je trouve ça fort, et je me demandais s'il n'y avait pas presque une définition en creux du théâtre, de cette idée-là par rapport à ce grand monde-là transterritoriaux, de dire qu'à un moment donné on a cette petite fragilité-là dans ce monde-là immonde, inhumain, injuste, et que je sais pas, j'avais l'image d'une première définition du théâtre de fragilité dans cette injustice. Oui, ouais, je pense que le théâtre, c'est le lieu d'où on peut se permettre tout, où on peut tout dire, où on peut justement, même quand on est fragile, se dresser et puis affirmer son humanité, affirmer sa soif de dignité, d'égalité, d'équité, de tout ce que vous voulez. C'est un lieu de combat, c'est un ring, le théâtre, c'est un ring poétique. Voilà, c'est un espace. J'aime bien, c'est pour ça que dans le texte, quand Musimba, dans la longue lettre de Musimba à Faye, quand il dit que c'est pas partout où on peut trouver ce qu'on dit, le théâtre est un lieu, mais essentiellement pour dire les fragilités, et pour prendre soin des fragilités, pour élargir les horizons, pour y trouver des moments. Et ça, c'est pour ça que un espace comme les récréatrales, c'est un espace vraiment important à protéger, parce que c'est un espace par essence qui est ouvert à tout le monde. Donc, même quand vous commencez à la répétition et que vous, acteurs, metteurs en scène, scénographes, vous êtes fragile parce que vous ne savez pas où vous allez, parce que vous tâtonnez, et vous voyez des enfants ou des femmes qui comprennent, dont ce n'est pas le monde, qui sont déjà là et qui vous portent, qui attendent, et vous savez qu'ils vous attendent, qu'il y a un rendez-vous, qu'ils sont avec vous. Ben, leur fragilité conjuguée au vôtre devient une force. Et à partir de ce moment-là, vous êtes obligé de vous surpasser, de vous dépasser. Ou quand vous voyez les scénographes arriver et qu'il n'y a rien dans la rue, et qu'ils savent qu'au bout d'un mois, il faut que n'importe qui mette pied dans cette rue se relève, parce qu'il est obligé de lever sa tête, il est obligé de se redresser. Ça, c'est quelque chose que le théâtre offre et qui est fort. Donc, pour moi, effectivement, c'est un endroit où les fragilités peuvent s'exprimer, quoi. Par exemple, pour avoir fait vraiment du théâtre dehors depuis 2-3 ans, mettons, 4 ans, et avec des comédiens, des comédiennes des fois aguerris, le dehors effraie plus que tout, et à l'unanimité, lorsqu'ils ont fini une tournée de 15 dates à l'extérieur, ils disent après ça on peut tout jouer, et sincèrement, des gens qui ont fait de la télévision depuis 10 ans, ils se retrouvent dehors. C'est vrai qu'il y a quelque chose d'effrayant et en même temps quelque chose de complet, et on a fait un exercice sans le vouloir de passer d'un spectacle en extérieur en intérieur. Ça nous a extrêmement troublés pour une première fois. On s'est dit qu'il manquait quelque chose qui s'appelait le monde autour, quoi. Et comment on allait combler ça? On a essayé avec des stratégies qu'on appelle la conception sonore, la conception lumière, puis on a l'impression qu'il n'était pas du tout partagé par le public qui voyait ça pour la première fois. On avait l'impression d'un manque fou, que les silences sonnaient trop silencieux, et c'était assez drôle et assez effrayant. Moi, j'ai passé une des plus mauvais moments de ma vie à devoir jouer ça, de se dire que finalement à l'intérieur il manquait quelque chose. Ça nous faisait du bien de réaliser ça à terme, même si ça a été difficile de penser ça. J'ai l'impression que dans ce lieu-là, après je prêche pour ma paroisse, si paroisse il y a, mais de se retrouver dehors, il y a quelque chose de tout de suite, ça fait théâtre, et
on abolit tous ces questionnements qu'on se pose. Est-ce que le théâtre est politique? Est-ce qu'il est au centre? Il y a une évidence matérialiste. Et justement, par exemple, en te lisant aussi, Odile, tu disais, tu faisais le rapport. C'est un grand thème qui, je pense, nous obsède en Occident, le théâtre et la politique. Je pense que si on se pose la question, c'est peut-être qu'il y a un problème aussi de voir à ce point-là se poser la question, est-ce que le théâtre est politique? Est-ce que le théâtre est politique? Mais tu parlais notamment tu disais des camarades de théâtre, compagnons de lutte. J'aimais bien ce parallèle-là, et tu disais que le plateau, notamment, était l'endroit de la vérité. Il y a un auteur que j'aime bien qui s'appelle Camus qui disait ça aussi, qu'on était plus vrai dans ces espaces-là trafiqués qu'à l'extérieur. Tu pourrais nous parler un peu de cet endroit de vérité? Qu'est-ce que ça signifie, cette vérité? Oui, l'endroit de vérité, parce que c'est comme l'a dit Aristide, je pense que le théâtre est le lieu par excellence où vraiment la parole, n'importe qui peut la prendre, et sans qu'on te porte un jugement, parce que justement on est dans le jeu de rôle. Mais au-delà du jeu de rôle, je pense aussi que c'est là où la parole peut être entendue, parce qu'aujourd'hui très peu de discours sont audibles. La parole est galvaudée, si vous voulez, c'est mon point de vue. Et quand on prend la scène politique purement politicienne, c'est des discours qu'on n'entend plus. Même si on ne dit pas que dedans, il n'y a pas de discours porteurs, mais on ne les entend plus parce qu'il y a comme une rupture avec le social, avec les sociétés. Et donc, pour moi, l'endroit qui reste, en tout cas, dans un rapport de vraie humanité, de vérité, c'est l'endroit du théâtre. Parce qu'on ne peut pas tricher avec le public. On est mis à nu. Quand on est devant le public, on ne peut pas tricher. Si on triche, on voit ça gros comme à la loupe. Le public voit. Donc, tu ne peux pas tricher. Donc, tu es obligé d'être honnête toi-même et de porter les valeurs qu'il faut pour être dans un vrai rapport avec le public. Et c'est pour ça que pour moi, ça reste l'endroit de la vérité. Voilà. Dans ce rapport à l'autre, à l'humain, à l'humanité, c'est un endroit de vérité. Je trouve que cette notion, je crois que c'est une des 2-3 notions philosophiques de base là qu'on interroge depuis la nuit des temps, le vrai, le bon, le beau. Mais je trouve qu'il y a un rapport, et ce que tu viens de dire aussi, le rapport à ce qui doit être énoncé, ce qui est énoncé, et le texte, et puis aussi le montage que vous avez fait, parce que c'est un texte de 500 pages roman, et puis on est 2 heures sur scène, donc c'est des choix à faire. Je trouve que le texte tel qu'on l'a entendu hier soir et qu'on entendra ce soir et demain, il est aussi encadré par cette obsession à qu'est-ce qu'on peut dire. Qu'est-ce qu'écrire signifie? J'avais les phrases pour citer Mohamed Bougassar. Nous écrivions, justement dans la lettre, nous écrivions parce que nous ne savions rien. Et donc ça, c'est le début du texte, dans les 3 premières pages. Et puis à la fin, il y a ce rappel-là dans la lettre de Wittgenstein sur ce dont on peut parler, il faut garder le silence. Donc cette ambiguïté-là de faut-il parler, et avec le risque absolu de tout, l'idée de tout voir, tout regarder, essayer de tout comprendre alors qu'on ne comprend rien ou si peu, et le risque presque grec archaïque de se crever les yeux par trop de vérité. C'est un peu notre archétype grec, le Oedipe, qui, en voulant tout savoir, tout comprendre, tout réussir, en étant brillant, ici est brûlé. Est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans de... je ne sais pas, du paradoxe de raconter une histoire, écrire, la livrer, d'essayer dans ce monde fini d'être infini et de tout voir, tout comprendre au risque de se brûler? Est-ce qu'il y a ce risque-là? Est-ce que c'est ça aussi de faire du théâtre? Puis dans la lettre à la fin de votre montage du texte de Bougassar, où il est dit je préfère tenter tout quitte à crever comme un chiot de ruelle. Oui. Je pense que malgré tout, ce que je retiens de cet ouvrage, et notamment de ce passage-là de la lettre de Moussimba, c'est malgré tout, il faut parler, il faut dire. Il faut dire. Et est-ce que aussi Césaire disait, quand on dit non, on dit non. Et donc, quand on est dans la révolte, on est obligé de dire les choses, malgré tout. C'est ce que je retiens de ça. Ouais, écrire, c'est être dans la lucidité. Et la lucidité est quelque chose qui peut
quelque chose qui peut être dangereux pour celui qui est dedans. Parce que il y a un moment donné, je ne sais plus qui le dit, mais je crois que c'est Sigadé, que quand elle choisit d'écrire et qu'elle dit qu'on ne comprendrait pas, parce que non seulement elle a choisi d'écrire, mais elle a choisi d'écrire d'ailleurs, et que donc c'est quelque chose qui pourrait ronger le foie à un moment donné, mais c'est ça. Or, tous les écrivains sont dans la lucidité et dans une lumière éblouissante, et une lumière éblouissante peut effectivement aveugler à un moment donné. Mais en même temps, ils ont cette obligation d'être comme des veilleurs. C'est ce que Musimba dit à Faye, parce que malgré tout, il faut tout voir. Tout voir, pour moi, c'est être dans cette lucidité, c'est lutter perpétuellement contre l'ombre, en fait, et convoquer toujours la lumière, même si la lumière éblouit, même si la lumière crève les yeux, mais au final, c'est la beauté ne serait qu'à la lumière. Voilà, ne serait que quand il fait jour, quand il y a la lumière. Et donc, mais c'est le tragique de l'écrivain pour moi. C'est quelqu'un qui est toujours tiraillé, ballotté entre plusieurs mondes, entre plusieurs monstres, entre Bougar, hein, une fois qu'il a fini d'écrire ce chef-d'œuvre, voilà, il a été tout de suite attaqué d'une certaine façon, voilà, et donc parce qu'on s'expose aussi, on ne s'expose pas qu'à la lumière, on s'expose aussi à l'obscurité des autres, de comment ils ressentent, comment ils reçoivent ce geste, cet objet que vous leur tendez. Je vais vous laisser dans quelques petites minutes parce que ça fait des taxis qui vous amènent partout dans la cité. Mais c'est drôle parce que tu disais à l'instant qu'il a été attaqué, puis j'ai d'abord entendu les attaques avant de pouvoir lire le texte et l'entendre notamment hier soir. C'est que ça se retrouve dans ce qu'il dit, les attaques. Je me suis dit, mais est-ce qu'ils ont lu le texte? Parce que moi j'ai entendu d'abord très rapidement, je ne l'ai pas lu tout de suite, et puis on l'attaquait aussi de plagiat, ou en tout cas. Puis c'est drôle parce qu'en fait, il répond déjà par avance à ça. C'est assez drôle comment ça se reproduit une, deux et troisième fois peut-être, tout dépend quel degré on prend les personnages, mais c'est drôle comment ça revient là-dedans encore, il se retrouve attaqué sur ce qu'il a essayé d'attaquer et défendre, et puis j'ai l'impression, je l'avais jamais entendu aussi fort que lorsque c'est toi qui finit le texte, Aristide, avec la lettre. Je trouve que là il y a quand même un grand moment, puis les lettres c'est toujours adressé, donc il y a une forme de réponse quand même assez radicale, implacable à tout ça, quoi. Je ne sais pas comment les critiques modernes l'ont entendu, mais ils en prennent aussi pour leur gueule, les critiques. Oui, mais là, il a été attaqué parce que vous savez, comme je dis, je pense que 99% des gens qui l'ont attaqué n'ont pas lu le livre, mais il avait cette intelligence d'être en avance et de savoir justement que il y a des choses qu'on ne peut pas aborder innocemment, impunément entre guillemets, et que on a beaucoup échangé, enfin on a parlé en ce moment précis là, et puis c'est un garçon qui garde toute sa lucidité et qui n'est fait que œuvre littéraire, voilà. Et après dans la lettre de Musimba, je pense que c'est marrant parce que Carole Fréchette m'a écrit un mot pour me dire qu'elle était là à la lecture et qu'elle avait trouvé ça très bien, et que justement elle trouvait que elle ne savait plus si c'était moi ou si c'était un Bougar à ce moment précis de la lettre, parce qu'on a des discussions, elle et moi, dans la vie, mais c'est vraiment un moment très important pour moi, et c'est une des raisons qui ont fait qu'on a voulu adapter ce texte, parce qu'il faut soulever ces questions dans nos pays, il faut que ce soit débattu au sein de la jeunesse. Et ce qui est bien dans cette lettre, c'est que Musimba, il dit toujours peut-être, je ne reviendrai plus à Paris. En tout cas, pour l'instant, la décision est prise, je ne sais pas. Je laisse une éventualité mais tout ce dont je suis sûr, c'est que c'est ici, c'est chez moi, que je suis nécessaire, que j'ai des choses à dire, et même si je deviens fou, même si je deviens mendiant, même si ce serait chez moi.
voilà, auprès des miens, et je saurai pourquoi. Voilà, je suis devenu fou ou affamé, ou voilà. Mais en tout cas, mais c'est quelque chose que je partage beaucoup. Puis c'est drôle parce que Bougassar, que je connais un peu moins, mais aussi je pensais à Goz aussi, où eux aussi ils ont entrepris cette stratégie-là aussi. Goz, il ouvre une maison d'édition en ce moment aussi de ce trajet-là et de presque de s'affranchir, le mot est grave, mais presque de s'affranchir de ça, et puis Goz de dire on va arrêter de payer des taxes sur la littérature française qui est libre de droit, on va le publier chez nous, donc il y a ce geste-là, et puis on a une minute, mais pour finir, parce je trouve qu'il y a 2 moments où vous prenez la parole longtemps sur scène, on vient de nommer cette lettre-là, et toi Odile, c'est aussi un grand moment, et je trouve qu'il y a aussi l'éloge ambigu, l'éloge du tremblement, parler de l'éloge dans un grand texte sur Genet, Olivier Neveu, il parle que le théâtre, en fait, c'est la qualité d'ombre qu'on va donner, donc accepter que c'est pas forcément la lucidité, ça passe aussi par l'ombre, et puis l'éloge du tremblement. Est-ce qu'en 35 secondes, tu pourrais nous parler de l'éloge du tremblement avant que les taxis vous ramènent ailleurs? Oui, parler du tremblement, je pense que, pour moi, l'image du tremblement, c'est ce moment de réelle fragilité que le monde entier, je parle même pas, elle parle de l'endroit où elle est, pas une mère par rapport à l'absence, à la mort, elle se dit que peut-être qu'il est mort, etc. Donc elle est dans ce vécu-là en ce moment, mais le grondement, le tremblement, c'est tout ce qui se passe, les injustices, les rapports de domination, même au sein d'une famille, tu vois, le rapport de l'homme et de la femme, le rapport sociétal, le rapport du politique envers la société, le rapport d'un pays à un autre. Il y a tout dans le tremblement pour moi. Ce sont ces vibrations-là, en tout cas que je ressens au moment où je lis, mais en tant que femme et en tant que dans la posture de cette mère, c'est d'abord la vibration de la mère patrie aussi, de voir ses fils qui partent en errance, qui se noient dans une guerre qui n'est pas la nôtre, mais qui a broyé nos enfants et qui continue de nous broyer. Voilà, et c'est tout ça. Je trouve que ça revient à la même idée ancestrale du théâtre, où on dit que les didascalies de Sophocle, il disait qu'il fallait que le cœur grec soit comme un tonnerre ou un tremblement. Je trouve que ça renvoie à ça. On n'a pas forcément toujours besoin de réponses claires, mais de mettre en branle. Merci beaucoup, Odile Sankara, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup, Aristide Tarnagada, d'avoir été avec nous. C'est un honneur. C'est un honneur. Il n'y en a pas beaucoup, mais voilà, pour moi, c'était un honneur. Merci. Pour moi. Merci beaucoup. On dit merde pour la suite.